Ohayo gozaimasu, minasan. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter des histoires un petit peu folles de survie. Voilà, je vous avoue que j'aime beaucoup tout ce qui touche à la survie, aux apocalypses. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas vous partager ce genre d'histoire sur la chaîne, d'autant plus qu'on a affaire à des gens qui ont vécu l'horreur. Et je me suis dit également que ça pourrait être sympa de tirer de ces histoires des petites techniques de survie. Voilà, des petits tips, comme ça si un jour on se retrouve dans une telle situation, eh bien on saura à peu près comment réagir. Je sais que ça va être une vidéo un petit peu différente par rapport à d'habitude, mais ça me permet de changer un petit peu, de pas tout le temps être en train de vous raconter des threads d'horreur, bien que j'adore ça, hein, mais c'est bien aussi de temps en temps de changer un petit peu. Voilà, du coup j'espère que ça va vous plaire, et sur ce, on est parti. On commence direct avec la première histoire, qui va être une histoire très courte, mais très intéressante, parce qu'on a un homme qui a réussi à survivre grâce à son djinn. Ça s'appelle faire avec les moyens du bord. Je pense que c'est pas tous les jours que vous allez entendre une histoire comme ça. Notre histoire commence donc le 6 mars 2019. Arne Mürk est un jeune Allemand qui ce jour-là devait livrer un yacht de 12 mètres de long, donc c'est quand même un beau bébé quoi, et il devait le livrer au Brésil. Sachant que là, actuellement, le bateau, il est à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Donc il a une belle traversée devant lui. Mais ne vous inquiétez pas, il a l'habitude, c'est pas la première fois qu'il fait ça. D'ailleurs, ce jour-là, il était avec son frère, donc c'était un petit peu plus rassurant. Les deux garçons ont donc mis les voiles, ils se sont éloignés de la côte de la Nouvelle-Zélande et vers 14 h, ils ont eu un imprévu. Les conditions météo sont devenues très mauvaises, il y a eu une grosse tempête, l'océan a commencé à se déchaîner à tel point qu'à un moment donné, la baume de la voile, c'est-à-dire en fait une barre qui permet d'assurer la direction de la voile, je vous mettrai une photo, vous allez vite comprendre, et bien à un moment donné, cette barre, d'un seul coup, elle a tourné brusquement et elle a projeté Arne en dehors du bateau. Il a atterri dans l'eau, il a atterri la tête sous l'eau. Lorsqu'il est remonté à la surface, son frère a de suite eu les bons réflexes, il lui a lancé un gilet de sauvetage avec une corde, mais malheureusement la tempête était si forte que le gilet a directement dérivé, ainsi que le bateau. Arne se retrouve donc en plein milieu d'un océan déchaîné, sans gilet de sauvetage, mais heureusement, il s'est souvenu d'une technique ancestrale, une technique utilisée par les forces spéciales américaines, les Navy Seals. Alors je ne sais pas du tout où il a appris cette technique, mais punaise, heureusement qu'il l'a appris parce que sinon il serait pas là aujourd'hui. En fait, il s'est tout simplement fabriqué un gilet de sauvetage avec son djinn. Alors qu'il était en plein milieu de cet océan déchaîné, il a enlevé son pantalon, il a fait des nœuds au bout des jambes et il a ensuite emmagasiné de l'air en mettant son djinn dans l'eau. Bon, je vous avoue que c'est pas très clair dit comme ça, du coup je vais vous montrer. Ceci est un djinn. Dans 2 minutes, ce sera un gilet de sauvetage. Accrochez-vous. Alors, première étape, on prend les 2 pattes du pantalon, du jean, et on va faire un nœud très simple autour, comme ça, ok? Vous avez pigé? Ça, c'est les deux pattes du pantalon. Et on va bien serrer le nœud, parce que sinon on va couler et on va finir au fond de l'eau. Voilà, une fois que c'est bien serré, pensez également à refermer votre braguette et votre bouton, parce que sinon l'eau elle va passer. Du coup, on passe à la 3e étape, qui est d'emmagasiner de l'air. Vous prenez votre pantalon de cette manière-là, et vous effectuez un mouvement de va-et-vient. Comme ça, vous mettez votre jean dans l'eau, du coup il va se retrouver comme ça, et vous n'aurez plus qu'à passer votre petite tête. Attendez, parce que là la casquette elle passe pas, on va voir mes cheveux dégueulasses. Et voilà, j'ai l'impression que je suis MacGyver. Je suis en cours de survie là. Moi je trouve que ça me va bien. Ce sera la future mode. Je vous invite à donner une note dans les commentaires sur cet outfit qui sera certainement dans vos futurs magasins de vêtements de marque. Du coup, grâce à ce gilet de sauvetage improvisé, notre ami Arne Mürk a réussi à tenir pendant plus de 3h30 dans l'océan. Au bout de 3h30, il y a un hélicoptère de secours qui est arrivé. Vous vous en doutez, c'est son frère qui les a appelés lorsqu'il a vu son petit frère s'éloigner comme ça au large.
il a de suite attrapé son téléphone. L'hélicoptère de secours est arrivé, il y a un homme qui est descendu avec un câble pour le secourir, et une fois qu'il a été secouru, les secours du coup lui ont dit qu'il a vraiment été chanceux d'avoir tenu aussi longtemps dans cet océan déchaîné. Arne nous explique que ce qui l'a fait tenir aussi longtemps, c'était sa pensée pour sa fille de 11 mois. En fait, il n'arrêtait pas de se dire qu'il ne pouvait pas laisser sa fille grandir seule sans son père. Et du coup, c'est la fin de cette histoire. Bon, il serait peut-être temps que j'enlève ça, moi. Hein. Je suis emprisonné. En prison. Oh! Libéré, délivré. Peut-être qu'un jour, quelqu'un dira « Mec, j'ai survécu grâce à une vidéo de John Shep. » Ce jour-là, ma fierté... Ouais. Bon, sinon les gars, avant de monter sur un bateau, au pire, vous mettez directement votre gilet de sauvetage, comme ça vous évite de faire tout ça hein, si vous tombez à l'eau. Mais bon, j'imagine que c'était des professionnels, et quand t'es professionnel, tu te dis, le gilet c'est une blague, je vais pas mettre ça. C'est ridicule. Du coup, c'est la fin de cette première histoire. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous n'avez pas trop compris la technique, je vous mettrai le lien d'une petite vidéo dans la description. Voilà, ça vous montrera la technique ancestrale. Et sur ce, on passe direct à l'histoire suivante. Sa deuxième histoire prend donc place en 1994. À cette époque, Mauro Prosperi a 39 ans, il est un athlète professionnel à la retraite. Voilà, en fait, c'est un ancien pentathlète. Vous allez voir, on apprend plein de trucs dans cette vidéo. Le pentathlon, c'est une sorte de compétition à plusieurs sports. On a par exemple du lancer de javelot, de la course, du saut en longueur. Voilà. Ce genre de sport. Bref, un jour, l'un de ses amis lui a parlé du marathon des sables. C'est un marathon très difficile qui a lieu chaque année au Maroc, dans le désert. Mauro Prosperi s'est renseigné sur ce marathon et il a de suite eu envie de le faire parce que ça regroupe un petit peu tout ce qu'il aime, c'est-à-dire découverte de paysages magnifiques, sport, dépassement de soi. Il adore les défis, du coup il s'est dit « je vais le faire ce marathon ». Il s'est mis à s'entraîner à courir 40 km par jour, tout en réduisant sa quantité d'eau pour s'habituer à la déshydratation du désert. Alors il faut savoir que le marathon des sables, c'est une course à pied de 250 km à faire en 6 étapes. Voilà, ça se fait sur plusieurs jours. Il me semble que c'est sur une semaine. Et c'est un marathon qui se fait en autosuffisance alimentaire. Ce qui veut dire en fait que c'est vous qui gérez votre nourriture. Vous pouvez prendre autant de bouffe que vous voulez, mais le truc c'est que cette nourriture, eh bien il va falloir la porter. Et c'est pour ça qu'il faut être stratégique. Au niveau de l'eau par contre c'est différent. C'est pas les participants qui gèrent, c'est les organisateurs. En fait, entre chaque étape de la course, vous recevez une certaine quantité d'eau et donc encore une fois, il faut être stratégique, faut pas tout boire d'un coup, faut savoir gérer son hydratation, sinon vous aurez pas assez d'eau pour continuer et votre corps va vous lâcher. En 1994, ce marathon est très dangereux parce que c'était encore peu connu, il y avait seulement 80 participants et 80 participants sur 250 km, eh bien c'est pas beaucoup, ce qui fait en fait que par moment, tu te retrouvais à courir tout seul. Et c'est plutôt dangereux de courir tout seul dans un désert parce qu'il suffit que tu aies un malaise et si on ne te retrouve pas, c'est fini pour toi. D'ailleurs, la course était si risquée que les participants, avant de pouvoir faire le marathon, ils devaient écrire un formulaire dans lequel ils devaient indiquer où est-ce qu'ils voulaient que leur corps soit enterré dans le cas où ça se passe mal. Voilà, c'est plutôt rassurant quand tu commences un marathon. En même temps, ils sont dans le désert, il fait très chaud, la température max, je crois que c'est 50 degrés. Ils doivent traverser des dunes de sable, c'est plutôt tendu comme marathon. Bref, c'est enfin le jour J. Le marathon a commencé, Mauro Prosperi s'est entraîné comme un fou et les 3 premiers jours se sont très bien passés. À chaque fois, il a été le premier Italien à arriver. D'ailleurs, à chaque fois, il mettait son drapeau au-dessus de sa tente. Comme ça, lorsque les Italiens finissaient leur course, eh bien, ils pouvaient tous se retrouver au même endroit pour discuter. C'est du coup le lendemain matin, le 4e jour, que les choses ont commencé a mal tourné. Le lendemain matin, du coup, en reprenant la course, ils ont remarqué qu'il y avait déjà beaucoup plus de vent qu'hier, donc c'était plus difficile d'avancer. Mauro Prosperi a traversé 4 points de contrôle et à un moment donné, il s'est retrouvé au niveau d'une zone de dunes de sable. Il était seul, il n'y avait personne aux alentours et d'un seul coup, il y a eu une énorme tempête de sable. La tempête était si forte qu'il était complètement aveuglé, il avait du mal à respirer. Il a attrapé un foulard,
il a mis sur son visage pour éviter d'être blessé. Il a continué d'avancer, il n'avait pas le choix, sinon il allait être enterré vivant. Et heureusement, à un moment donné, il a trouvé un petit spot, un petit endroit qui était un petit peu plus à l'abri. Il s'est accroupi dans le sable et il a attendu que la tempête se calme. La tempête a duré 8 heures. Quand le vent s'est calmé, il faisait tout noir. Donc il s'est dit qu'il allait se coucher et qu'il reprendra la course le lendemain matin à la première heure. Parce qu'il faut savoir qu'il a au maximum 36 heures pour atteindre l'étape suivante, sinon il est disqualifié. Le lendemain matin, en se réveillant, il a vu que le paysage avait complètement changé. Bon, il avait une carte et une boussole, donc il s'est dit que ça devrait aller, mais sans repère, il s'est vite rendu compte que c'était beaucoup plus difficile que ce qu'il pensait. Il n'a pas semé à la panique, il s'est dit qu'il allait forcément rencontrer quelqu'un qui était dans la même situation que lui, qu'ils allaient faire équipe et qu'ils allaient regagner l'étape suivante tous ensemble. Mais malheureusement, il n'a croisé personne. Il était complètement seul. Il s'est mis à courir pendant 4 heures dans une direction qui lui semblait la bonne. Et au bout de 4 heures, il a escaladé une dune de sable. Il a regardé autour de lui, mais toujours rien à l'horizon. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il était complètement perdu. La première chose qu'il a fait lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était complètement perdu, ça a été d'uriner dans sa bouteille d'eau de rechange. Il nous explique qu'il a fait ça par précaution, il n'était pas désespéré, il était persuadé que les organisateurs allaient le retrouver. Heureusement, il s'est bien préparé pour le marathon, il avait un sac de couchage, un couteau, une boussole, du feu, de la nourriture déshydratée, mais le problème en fait c'était l'eau, parce qu'en fait l'eau est donnée au point de contrôle, et le truc c'est qu'il ne lui restait plus qu'une demi-bouteille. Donc il s'est mis à marcher dans une direction, dans l'espoir de trouver quelque chose, et il a essayé de vider sa bouteille aussi lentement que possible. Il a été très prudent, en fait il a fait exactement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il marchait lorsqu'il faisait frais, il marchait pendant la nuit et tôt le matin, et le reste de la journée, il restait à l'ombre pour éviter de perdre trop d'eau. Le lendemain, au coucher du soleil, il a entendu un hélicoptère venir vers lui, il a de suite attrapé son stylo lance-fusée, il a tiré une fusée en l'air, mais malheureusement l'hélicoptère ne l'a pas vu, il a continué sa route. Il nous explique qu'à l'époque, les fusées étaient toutes petites, elles étaient vraiment pas efficaces. Après plusieurs jours à vagabonder dans le désert, il a trouvé un marabout, c'est un sanctuaire musulman. Il a commencé à reprendre espoir, il s'est dit qu'il y avait certainement quelqu'un à l'intérieur, mais en entrant à l'intérieur, il a vu que le sanctuaire était rempli de sable et il n'y avait personne. Il est allé au sommet où il a planté son drapeau, dans l'espoir où si quelqu'un le cherche, eh bien on puisse le repérer facilement. Il a mangé sa nourriture qu'il a cuit avec son urine. Je sais pas pourquoi il a fait ça, je pense qu'en fait on pouvait pas manger sa nourriture tant qu'elle n'était pas cuite avec un liquide. Du coup ça a dû avoir un sacré goût de chiotte. Il a passé au total 3 jours dans le sanctuaire, il n'a pas eu d'autre choix que de boire son urine, et lors de son arrivée, il s'est souvenu qu'il avait vu des chauves-souris qui dormaient dans la tour, donc il n'a pas eu d'autre choix, il est monté dans la tour, il a attrapé une bonne poignée de chauves-souris, il leur a coupé la tête, et il a bu une bonne vingtaine de chauves-souris. Le 3e jour, toujours dans le sanctuaire, il a entendu un avion. Il s'est immédiatement mis à faire un feu avec tout ce qu'il avait à sa disposition. Il a mis son sac, il a mis tout ce qu'il avait autour de lui dans l'espoir que l'avion puisse voir la fumée. Mais malheureusement, ce jour-là, il y avait beaucoup de vent, il y avait une petite tempête. Du coup, l'avion ne l'a pas vu. Tout est contre lui en fait. Il a vraiment pas de bol. C'est quoi ce délire? Et en plus, c'est pas fini. Pour le coup, il n'avait plus aucun espoir. Il était persuadé qu'il allait mourir dans cet endroit et que ça allait être une mort lente et douloureuse. Du coup, il a voulu accélérer sa mort, il a essayé de se suicider. Il a écrit une note à sa femme en utilisant du charbon de bois. Il a ensuite attrapé son couteau, il s'est coupé les poignets, il s'est allongé en attendant de mourir. Mais à cause de la déshydratation, eh bien son sang s'est épaissi, du coup il ne coulait pas, ce qui fait qu'il n'a pas réussi à se suicider. Même Dieu ne voulait pas de lui, comme on dit, Inch'Allah. Le lendemain matin, en se réveillant, il a vu qu'il était toujours en vie, il a vu ça comme un signe, il est redevenu déterminé pour survivre et regagner la civilisation. Donc il est sorti de ce sanctuaire, il s'est mis à marcher dans une direction et il s'est souvenu d'un conseil que lui avaient donné les Touaregs avant de commencer le marathon. Un conseil qui disait « Si vous êtes perdu, dirigez-vous vers les nuages que vous pouvez voir à l'horizon à l'aube. C'est là que vous retrouverez la vie. Pendant la journée, ils disparaîtront, mais réglez votre boussole et continuez dans cette direction. » Donc c'est ce qu'il a fait, il s'est dirigé vers les fameux nuages mythiques. Il a marché dans le désert pendant des jours, en tuant des lézards, des serpents, il a bu leur sang. Il était tellement déshydraté qu'il ne pouvait plus uriner, et il avait encore des médicaments antidiarrhéiques qu'il continuait de prendre, parce que grâce à ces médicaments, eh bien, ça l'empêchait en fait d'avoir la diarrhée. Donc vraiment, il a fait tout ce qu'il fallait pour survivre. Pendant ce temps, les organisateurs et ses frères
frères étaient bien sûr à sa recherche. Ils sont d'ailleurs arrivés au marabout, au sanctuaire, où ils ont trouvé ses lacets de chaussures. Le 8e jour, il a enfin eu un petit peu de chance. Il est tombé sur un petit oasis, il s'est allongé et il a bu pendant des heures et des heures. Le lendemain matin, il a vu des chèvres au loin, donc ça lui a redonné espoir. Il s'est mis à marcher dans cette direction et à un moment donné, il a vu une bergère au loin qui s'est enfuie parce qu'elle a eu peur de lui. Mauro Prosperi l'a suivi et lorsqu'il est arrivé, il a vu que la bergère avait prévenu les femmes qui étaient avec elle, qui étaient à son camp. Les femmes l'ont aidé, elles ont aidé Mauro Prosperi, elles lui ont donné à boire, à manger. Malheureusement, il a vomi toute la nourriture et elles ont ensuite appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés, ils l'ont embarqué, ils lui ont bandé les yeux parce qu'ils ont cru qu'il était dangereux. Les policiers avaient des gros fusils, donc il y a des moments où Mauro Prosperi s'est dit qu'il allait se faire tuer, mais heureusement ça n'est pas arrivé. Lorsque les policiers se sont rendus compte que c'était le marathonien qui s'était perdu, eh bien il a de suite été secouru. Il a appris qu'il avait traversé la frontière d'Algérie à 291 km de la course et il est resté perdu dans le désert pendant 10 jours. Du coup, face à cette mésaventure, Mauro Prosperi a perdu 16 kg et il lui a fallu 2 ans pour récupérer complètement de cette épreuve. Il ne s'est pas laissé abattre, il a quand même repris les marathons après avoir été guéri. Il a couru 8 autres marathons et c'était aussi dans le désert. Et c'est du coup la fin de cette histoire. Du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Comment survivre dans un désert? Déjà, j'ai envie de vous parler de la règle des 3. En fait, on peut tenir 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture et 3 minutes sans oxygène. Il faut faire à peu près ce qu'il a fait, c'est-à-dire marcher quand il fait frais, c'est-à-dire pendant la nuit et tôt le matin. La journée, vous restez à l'ombre pour éviter de perdre trop d'eau. Alors pour le truc de l'urine par contre, j'ai lu sur internet que c'était vraiment déconseillé de faire. Boire de l'urine, en fait, ça va faire l'effet inverse, ça va vous déshydrater encore plus. Bon, pour Mauro Prosperi, ça a fonctionné parce qu'en fait, je pense qu'il avait uriné dans son bocal dès le début, ce qui fait en fait qu'il avait quand même une urine assez bien hydratée et du coup il a pu tenir un petit peu plus longtemps, mais c'est déconseillé si votre corps est complètement déshydraté. Le mieux du coup c'est de boire le sang des animaux. J'avoue que c'est dégueulasse, mais en situation de survie apparemment eh bien notre instinct fait le boulot. Et bien sûr couvrez-vous un maximum, hein. Ne laissez pas de peau visible parce que le soleil ça tape et vous allez choper une insolation. Au passage, ne buvez pas les liquides contenus dans les cactus parce que ça va vous donner la chiasse, la diarrhée et ça va vous déshydrater encore plus. Et du coup c'est la fin de cette vidéo, je me dépêche parce que ma caméra n'a plus de batterie. J'espère que ça vous a plu, mettez un like si c'est le cas et puis on se retrouve pour une prochaine. Allez,